Merci, Madame Schenberg. Bonsoir à tous. Un grand merci au professeur Escarmont. Merci beaucoup. Un grand merci aussi au foyer rural de Morne-Acajou, puisque c'est en partenariat avec justement le CCS de la ville et le foyer rural que nous avons pu tenir aujourd'hui cette conférence. Alors c'est vrai, en discutant tout à l'heure à Bulle-Pourpoint avec une administrée, une collègue, une adjointe, et qui disait qu'elle remarquait qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient ici et qu'à certains moments, les hommes ont quelque peu souvent une grosse hésitation à faire tomber le tabou justement de la prostate, des difficultés effectivement de fonctionnement de la prostate. C'est un élément qui fait partie de notre corps, hein, de nos fonctions, et je pense que ce soir, les questions vont fuser, contrairement à ce que nous avons eu à la mairie une première fois et que nous avons eu que quelques hommes, sachant quand même que nous sommes une population, je dirais, d'à peu près 8000 hommes, et on s'est retrouvé avec 3 personnes dans la salle. Malheureusement, ce soir, je suis déjà bien satisfait de voir que nous sommes déjà beaucoup plus nombreux, que le travail a été fait au niveau du foyer rural et en même temps au niveau du CCS, et je remercie Mme Schenberg pour cela. Et donc, je vais laisser la parole à monsieur le professeur qui va pouvoir s'entretenir avec vous. Et je pense que les questions vont être incisives. Faut faire tomber le tabou ce soir, parce que je pense que c'est quelque chose qui, aujourd'hui en Martinique, hein, on relie le dysfonctionnement de la prostate éventuellement à la chlordécone, mais je pense qu'il y a encore d'autres facteurs qui peuvent engendrer le dysfonctionnement de notre organe. Donc je vais laisser la parole quand même au président donc, du foyer rural, M. Joss, et qui va vous dire quelques petits mots. Merci. Bonsoir tout le monde. C'est un vrai plaisir pour nous de vous accueillir. On aurait souhaité que la salle soit comble, bon, mais on va faire avec. Alors j'espère que vous allez trouver les informations que vous voulez et que les dames qui sont là vont prendre les informations pour distribuer à qui de droit. Alors je vous souhaite une bonne écoute, une bonne compréhension et je passe la parole au maître pièce. Avant d'introduire, j'aurais failli à ma tâche de délégué, puisque monsieur le maire, qui est actuellement hors du département, m'a aussi envoyé un petit mot là à l'instant pour me dire n'oublie pas de remercier le foyer rural, le professeur Escarmont de sa part. Donc vous avez le salut de monsieur le maire qui aujourd'hui participe avec une délégation au congrès des maires. Donc merci encore et en son nom, je renouvelle encore les remerciements. Merci. Ah oui, une petite information importante. Ce soir, nous sommes filmés par Grafé TV. Donc je crois que c'est une télévision de Shelcher, d'après ce que j'ai compris. Et donc, faites le plus gros sourire et puis posez des questions pour qu'ils puissent sentir qu'au François, nous sommes aussi mobilisés sur cette cause-là. Merci. Alors, le cancer de la prostate, d'abord, il est très fréquent, vous le savez tous, en Martinique, puisqu'il représente à lui tout seul 53% de tous les cancers de l'homme. Plus de la moitié des cancers en Martinique, c'est des cancers à prostate. Et c'est la première cause de mortalité. Deuxième chose, au point de vue fréquence, la Martinique est malheureusement, vous le voyez là, parmi les pays qui ont le plus de cancer de la prostate, les seuls qui nous dépassent sont les Américains et notamment les Blacks américains. Vous savez qu'en France, on n'a pas le droit de faire de différence, mais les Américains, eux, ils font New York Black et New York White. Et évidemment, vous voyez ici USA White, et qui est presque au niveau de la Martinique, et USA Black, c'est-à-dire les Afro-Américains, c'est les seuls qui nous dépassent dans le monde. Donc on est un des pays qui est le plus impacté par ce cancer. Le nombre de cas incidents de la prostate n'a fait qu'augmenter, vous le voyez par période de 5 années, pas la peine d'être fort en maths, on voit bien l'augmentation de la courbe sur toutes ces années.
Donc entre 2012 et 2016, il y a toujours un décalage du registre du cancer de la Martinique parce qu'il attend 4 ans avant de publier. Eh bien, il y avait 580 nouveaux cas par an, en moyenne, de nouveaux cas de cancer de la prostate. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que ce cancer augmente au fur et à mesure de l'âge. Vous voyez ici les tranches d'âge. Avant 50 ans, il y a un tout petit peu la tranche 45-50, mais vraiment très peu. Et puis vous voyez que ça va en augmentant, évidemment, avec l'âge. Quels sont les facteurs de risque? Ce qu'on appelle par facteur de risque, c'est ce qui peut provoquer le cancer. Comme pour tout cancer, quel que soit l'organe, il y a différents facteurs. Et ces facteurs s'ajoutent les uns aux autres pour arriver à faire un cancer. Alors, il y a d'abord les facteurs ethniques, je vous en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que les Afro-Américains et les Afro-Caribéens font beaucoup de cancers de la prostate, alors qu'à l'inverse, chez les Asiatiques, eh bien, il y a très peu de cancers de la prostate. Ensuite, il y a des facteurs génétiques, on le sait tous aussi, les antécédents familiaux de cancer prostatique augmentent le risque. Autrement dit, quand dans votre famille, un frère, un oncle, un père ont eu des cancers de la prostate, vous êtes plus à risque de faire un cancer de la prostate vous-même. Ensuite, il y a, comme pour beaucoup de cancers, le mode de vie, le surpoids et la sédentarité, c'est-à-dire les gens qui ne bougent pas assez. Ensuite, il y a des cancers environnementaux, et c'est le fameux chlordécone, mais il n'est pas tout seul, il y a aussi tous les pesticides et tout ce qui est dans notre environnement et qui est toxique. Et puis, l'adénome, ça il faut le préciser, l'adénome de la prostate, parce qu'il y a deux grandes maladies dans la prostate, il y a le cancer et l'adénome. Le cancer, c'est une maladie maligne, l'adénome, c'est une maladie bénigne. Et l'adénome, quand on a un adénome, ce n'est pas un facteur de risque du cancer de la prostate. Par contre, on peut très bien, chez la même personne, avoir une cohabitation entre un cancer de la prostate et un adénome de la prostate. Alors, j'ai mis l'œuf et le coquetier pour faire comprendre aux gens souvent, parce qu'il y a des personnes qui me disaient « mais comment, j'ai été opéré de l'adénome et j'ai un cancer maintenant ?» Alors je leur disais, c'est comme un œuf et un coquetier. Quand vous avez l'adénome et que le chirurgien enlève l'adénome de la prostate, il enlève l'œuf. Et il reste le coquetier, c'est-à-dire la base de la prostate. Et dans cette base de prostate, eh bien, il peut se déclarer un cancer. Le dépistage. Alors, il faut savoir, une question est souvent posée, le dépistage de masse dit organisé n'est pas recommandé pour le cancer de la prostate. Vous savez qu'il existe 3 dépistages organisés de cancer, c'est le cancer du sein, le cancer de l'utérus et le cancer du côlon. Celui de la prostate, eh bien, il n'est pas organisé. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui ont montré que sur une population, il n'y avait pas d'avantage à dépister le cancer de la prostate. Pourquoi? Parce qu'on crée un risque de surdiagnostic et un risque de surtraitement. Mais nous avons des populations, comme on l'a dit tout à l'heure, particulières, afro-américaines et afro-caribéennes. Et dans ces populations, le cancer de la prostate est beaucoup plus élevé que chez les caucasiens. Par conséquent, nous avons demandé depuis plusieurs années de pouvoir être, par exemple, que la Martinique et la Guadeloupe soient tests comme on l'avait été pour le cancer du col de l'utérus, qui était très fréquent à l'époque. Et la Martinique avait eu un dépistage organisé à titre de test et ensuite qui a été étendu à toute la France. Il n'en reste pas moins qu'on peut toujours se faire un dépistage par soi-même. C'est ce qu'on appelle un dépistage individuel. Et les urologues recommandent qu'entre 50 et 75 ans, le médecin propose un dépistage individuel qui permet un diagnostic précoce à un stade local et donc plus de guérison. Mais bien sûr, il faut informer la personne des risques et des bénéfices du dépistage par rapport au traitement. Alors, c'est simple, en fait, c'est le médecin généraliste, souvent, qui va demander une prise de sang, le fameux PSA, et faire ou pas faire un toucher rectal pour compléter ce PSA. Alors, qu'est-ce que c'est que la prostate? Alors, la prostate, c'est un peu comme une châtaigne qui serait à l'envers. La pointe serait en bas, la base serait en haut, et vous la voyez ici, elle est en dessous de la vessie, voilà, et elle est en avant du rectum. Vous avez le rectum qui est ici, le canal anal, vous avez la vessie ici, et vous avez la prostate en dessous. C'est un organe élastique
et l'urètre, c'est-à-dire le canal qui amène l'urine de la vessie à la verge, ici, eh bien, il passe à travers la prostate. C'est ce qui explique que quand on a, par exemple, un adénome de la prostate qui gonfle, eh bien, le canal urétral, là, ici, est diminué de calibre, et donc, eh bien, ça fait des troubles urinaires, des difficultés à uriner. Quelles sont les circonstances de découverte du cancer de la prostate? Il ne faut pas attendre un signe, contrairement à l'adénome. Il n'y a souvent aucun signe. Quand on a des problèmes pour uriner, on urine trop souvent la journée et la nuit, on a des difficultés, il faut pousser pour que l'urine sorte, ce n'est pas en général un signe de cancer, ou alors très évolué. Donc en général, il ne donne aucun signe. Et c'est pour ça qu'il faut doser son PSA. Donc je le disais, les symptômes n'apparaissent qu'en cas de tumeur très évoluée, envahissant les organes voisins, et à ce moment-là, si ça envahit la vessie, on a des troubles urinaires, si ça envahit en arrière le rectum, sur l'image que je vous ai montrée, eh bien ça fait des troubles de dysfonctionnement anal. Ou alors, ça peut se traduire aussi en cas de métastase sur le squelette, et là c'est déjà très évolué, avec des douleurs osseuses, voire des paralysies. Mais ce qu'il faut retenir, c'est en rouge, là, je ne vous les voyais pas bien, ce que j'ai mis en rouge, aucun signe. L'examen principal qui normalement doit accompagner le PSA, c'est le toucher rectal. Alors le toucher rectal, vous avez un petit peu l'image là, le médecin introduit son doigt dans le rectum et par là, eh bien, il arrive, vous le voyez ici, à toucher la prostate et à voir si elle est souple, si elle est régulière ou bien si elle est dure, s'il y a un noyau, un nodule dedans. L'autre moyen de dépister, à part le toucher rectal, c'est ce fameux dosage du PSA dont on parle beaucoup. C'est une simple prise de sang, et ça dose le PSA, c'est le terme anglais, prostatic specific antigen, c'est-à-dire antigène spécifique de la prostate. C'est une protéine enzymatique qui est produite normalement. Alors je suis désolé, mais tout ce que j'ai mis en rouge n'apparaît pas. Normalement par la glande prostatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde a un certain taux de PSA dans le corps puisqu'il est produit par les cellules normales de la prostate. Sa valeur d'alerte a été fixée à 4 nanogrammes par millilitre de sang. Au-dessus, il faut consulter l'urologue. Donc si votre médecin traitant vous a fait faire une prise de sang, un dosage du PSA qui est au-dessus de 4, eh bien il faut voir l'urologue parce que ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le cancer, mais ça peut être aussi l'adénome dont on vient de parler, mais ça peut être aussi une prostatite, c'est-à-dire une infection, une inflammation de la prostate. Et lui, il fera la différence entre les deux, entre les trois. Le taux de PSA, en effet, augmente dans le sang quand les cellules cancéreuses surviennent, car elles sont beaucoup plus actives que les cellules normales, mais aussi quand la prostate grossit ou s'infecte. Donc, voilà un petit peu les différentes possibilités. Vous voyez qu'à 2 nanogrammes par millilitre, on a à peu près 1% de risque de cancer de la prostate, entre 2 et 4, 15%, et entre 4 et 10, déjà 25%. Ça veut dire que si vous avez 4 hommes, eh bien, et que le PSA est entre 4 et 10, il y en aura un qui aura un cancer de la prostate sur ces 4. On peut faire aussi un dosage plus précis qui est pour les PSA entre 4 et 10, pour départager, savoir s'il y a un cancer ou pas, on fait ce qu'on appelle la fraction de PSA libre sur le PSA total. Et vous voyez que si c'est inférieur à 15 et surtout à 10, eh bien, on a 56% de risque de cancer de la prostate. Donc, la fraction PSA libre sur PSA total permet d'affiner les PSA qui sont entre 4 et 10. Alors, le diagnostic formel de cancer, et ça c'est pas spécifique à la prostate, c'est pour tout cancer la même chose, ne peut être obtenu que par l'histologie, c'est-à-dire l'étude des tissus et des cellules au microscope, par quelqu'un qui s'appelle un anatomopathologiste. Donc le matériel peut être obtenu soit par biopsie, soit après chirurgie de l'adénome, on analyse les copeaux,
soit après chirurgie d'adénome, on analyse la pièce opératoire, soit après résection urétrale, c'est-à-dire que lorsque un homme a des difficultés à uriner, le chirurgien peut passer dans le tuyau un résecteur pour enlever un peu de tissu et qu'on urine plus facilement. Et dans ce cas-là, ce sont les copeaux de résection que l'on envoie à l'étude. Et en général, dans 95% des cas, c'est un adénocarcinome. L'adénocarcinome, c'est un cancer d'une glande. Le cancer du sein, c'est une glande aussi, c'est aussi un adénocarcinome. Les adénocarcinomes sont les cancers des glandes. Donc les biopsies se font comment? Vous les voyez sur l'image. On introduit une sonde d'échographie dans le rectum. Cette sonde permet de repérer la prostate et avec une aiguille, le chirurgien va ponctionner plusieurs endroits de la prostate à travers la paroi antérieure du rectum et sous contrôle de la vue, sous anesthésie locale et sous antibiothérapie. Il va ramener des cylindres de tissu que l'anatomopathologiste va analyser. Voilà ce que l'analyse. Alors l'analyse montre une graduation des cellules anormales, c'est-à-dire de plus en plus indifférenciées, et vous avez grade 3, grade 4 ou grade 5. Alors vous voyez là les aspects cellulaires. Alors vous voyez bien ici le grade 5, ce sont un amas de cellules tout à fait anormales qui correspondent au schéma à côté, et évidemment c'est le grade le plus grave. Une fois que l'anatomopathologiste a répondu au médecin, c'est un cancer de la prostate, le médecin, l'urologue en général, va faire ce qu'on appelle un bilan d'extension. C'est-à-dire qu'il va vouloir savoir si la maladie est localisée uniquement à la prostate, ou bien s'il atteint le rectum ou la vessie localement, ou bien s'il atteint déjà un autre organe. Donc on va faire une IRM pelvienne, ou vertébrale si paralysie, on va faire une scintigraphie osseuse corps entier et bientôt le fameux TEP scanner, puisque vous savez que la Martinique vient d'être dotée d'un cyclotron et à partir du mois de mars de l'année prochaine, ça va commencer, on pourra faire des TEP scanners. On peut faire aussi un scanner pulmonaire, une échographie hépatique. Alors vous avez ici une scintigraphie osseuse qui vous montre des métastases, vous voyez, à ces endroits qui sont plus noirs que les autres. Vous voyez ici un scanner pulmonaire et vous voyez ici une atteinte du poumon. Vous avez ici une IRM de la moelle épinière qui montre ici une atteinte et une compression de la moelle épinière par une tumeur de la vertèbre qui est en contact. Voilà tout ce que le bilan va chercher. Et on arrive au bout du compte à faire une classification TNM, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le stade 1, le stade 2, s'il y a un seul lobe envahi, le stade 2B, 2 lobes, le stade 3, il y a une extension en dehors de la prostate, et le stade 3B, c'est une extension aux vésicules séminales. Donc ça grade un petit peu l'atteinte de la prostate, où est le cancer exactement. Alors, on arrive à des groupes pronostiques. Le pronostic, ça veut dire les chances de guérison de la personne. Et vous voyez qu'il y a dans ce cancer de la prostate localisé 3 groupes. Groupes de bons pronostics, de pronostics intermédiaires ou de mauvais pronostics. Alors, c'est important parce que les possibilités thérapeutiques vont différer. Si c'est un groupe de bons pronostics, on peut proposer les 3 techniques que sont la chirurgie, la prostatectomie radicale, ou bien la curithérapie de prostate, ou bien la radiothérapie prostatique. Si c'est un stade intermédiaire, reste la chirurgie et la radiothérapie, mais exit la curithérapie. Et si c'est un stade de mauvais pronostic, eh bien on n'a plus que la radiothérapie associée à l'hormonothérapie. Alors, on va regarder un petit peu les traitements curatifs. Curatif, ça veut dire qu'on va faire le traitement avec un espoir de guérison. Le cancer de la prostate pris tôt peut être guéri. Donc, il y a 3, je vous le disais, possibilités. La prostatectomie, la curithérapie, la radiothérapie. Qu'est-ce que c'est que la prostatectomie? Eh bien, c'est l'ablation par chirurgie de la prostate
des vésicules séminales et des canaux déférents qui viennent des testicules, ainsi qu'une partie de l'urètre. Voilà, pour que vous compreniez bien, vous avez en dessous de la vessie, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez la prostate et ici les vésicules séminales. Eh bien, le chirurgien les enlève et ensuite il va suturer l'urètre à la vessie de nouveau, pour que l'urine bien sûr s'écoule, et il n'y a plus de prostate. Si c'est réellement localisé, l'avantage c'est qu'il y a une guérison définitive. Les inconvénients, tout le monde le sait, bien c'est qu'il peut y avoir des difficultés d'érection et de continence. Alors maintenant, le CHU de Martinique est doté d'un robot chirurgical. Ce robot chirurgical permet aux chirurgiens d'opérer à distance et d'avoir une vision du champ opératoire grossi, ce qui lui permet d'être beaucoup plus habile. Pour avoir de bons résultats, la chirurgie doit se limiter aux critères d'âge et de marqueurs qui garantissent le caractère intracapsulaire strict de la tumeur prostatique. En général, c'est un âge inférieur à 70 ans, une classification T1, T2, un PSA qui ne dépasse pas 15 nanogrammes par millilitre, un score de Gleason 7, plutôt 3+4, un nombre de biopsies donc inférieur aux 2/3 et une longueur de cancer sur sa totalité qui est inférieure à 30%. Si on respecte ces critères, la chirurgie est un excellent traitement. En cas d'échec de la chirurgie, eh bien, parce que le PSA ne se normalise pas, puisque après chirurgie, un PSA doit être à 0, eh bien, il faut faire une radiothérapie pour rattraper, on appelle ça une radiothérapie de rattrapage, pour rattraper les cellules qui ont été laissées après la chirurgie. La curithérapie de prostate, qu'est-ce que c'est? C'est l'implantation sous anesthésie générale de sources radioactives sous forme de grains d'iode radioactifs dans la prostate par voie périnéale. Voilà, vous avez ici, toujours grâce à une sonde d'échographie introduite dans le rectum, on va, avec des aiguilles, aller mettre des grains dans la prostate, des grains radioactifs qui vont donc aller détruire les cellules cancéreuses. Voilà comment ça se passe. Le médecin voit avec l'échographie la prostate et il met ici, à travers cette grille, il met en place, donc à travers le périnée, directement dans la prostate, ces aiguilles. Voilà ce que ça donne quand on fait une radiographie. On voit bien ici la vessie qui est remplie et on voit la prostate en dessous, enfin du moins son emplacement, avec tous les petits grains qui ont été mis de face et de profil et qui vont tuer les cellules cancéreuses. Alors, en cas d'échec de curithérapie, c'est-à-dire toujours pareil, si le PSA remonte, eh bien, il faudra faire soit une radiothérapie, soit une chirurgie de rattrapage. Alors malheureusement, moi je faisais les curithérapies de prostate, mais elles ne se font plus aujourd'hui et il faut aller dans un centre en métropole aujourd'hui si on veut avoir une curithérapie de prostate. La radiothérapie, troisième possibilité, c'est vous le savez, des rayons X de haute intensité qui sont qui passent à travers la peau et les tissus et qui vont aller traiter les cellules cancéreuses, détruire les cellules cancéreuses dans la prostate, un peu comme les grains d'iode que je vous ai montré avant ont fait, mais là ça sera par des rayons externes. Les avantages, c'est qu'il n'y a pas d'anesthésie, pas d'opération. Les inconvénients, c'est que parfois il peut y avoir des saignements dans le rectum, dans les selles donc, ou dans les urines, dans certains cas. Alors voilà, le malade est mis en position avec les pieds bien calés, les genoux bien calés. On fait un scanner dans cette position de traitement. Voilà ce que ça donne. On a ici la vessie qui est en jaune, on voit la prostate en rouge, le rectum en arrière en marron, les vésicules séminales en vert et par conséquent on peut faire passer les rayons là où il faut. Voilà encore, en 3 dimensions, vous avez la visualisation de la prostate. Et à la peau, voilà où le faisceau de rayons va arriver ici, de profil, et là de face. En général, on fait 4 faisceaux, un faisceau antérieur, un faisceau postérieur, un latéral droit et un latéral gauche.
En cas d'échec de la radiothérapie, il faut toujours prévoir l'échec du premier traitement qu'on a initié. Eh bien, en cas d'échec de la radiothérapie, il faut faire un ablaterme, c'est-à-dire une destruction par des ultrasons focalisés de haute intensité. Voilà, le malade est positionné comme ça, et les ultrasons, toujours dans le rectum, vont aller faire de la chaleur qui va détruire les cellules cancéreuses dans la prostate. Alors en conclusion, eh bien, comment on choisit? Parce que c'est le malade qui choisit, mais évidemment le médecin doit lui expliquer en plus en détail encore que ce que je viens de faire, les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Et c'est les complications et les façons de faire de chaque méthode qui vont guider la décision du patient, sans oublier son âge, son état général, ses maladies associées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez un malade qui est un gros cardiaque, évidemment qu'on va essayer de lui faire plutôt la radiothérapie pour ne pas faire d'anesthésie générale. Si vous avez quelqu'un qui a peur d'anesthésie, pareil, il va choisir plutôt la radiothérapie. Si au contraire un malade dit « Oh là là, moi je veux pas venir tous les jours pendant 1 mois et demi à Clarac faire une radiothérapie, je préfère que le chirurgien m'enlève ça et après on n'en parle plus », il va choisir plutôt la chirurgie. Vous voyez? Donc c'est au médecin à bien expliquer les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Alors, là on a vu ce qui était le mieux pour guérir, évidemment le cancer localisé, c'est-à-dire qui n'a pas encore été dans le reste de l'organisme et qu'on peut guérir. Et c'est la majorité des cas. Et c'est pour ça qu'il faut, avec ce PSA, dépister tôt. Il ne faut pas faire l'autruche, comme on dit, c'est-à-dire se cacher la tête dans le sable. Il faut faire son PSA et à ce moment-là, on sait, on peut dépister un cancer de la prostate au stade précoce et donc le guérir. Si le cancer est pris tôt tard, il peut avoir fait ce qu'on appelle des métastases. Qu'est-ce que c'est que les métastases? Ce sont des cellules qui sont passées à travers les ganglions et à travers la circulation sanguine et lymphatique et qui ont déjà migré vers d'autres organes. Ça peut être le foie, le poumon, les os. Et dans la prostate, c'est souvent les os. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire comme traitement? Alors, on fait un traitement palliatif pour améliorer la qualité de vie, c'est-à-dire pour retarder les symptômes, si c'est une forme asymptomatique, ou bien pour les diminuer, si par exemple il y a des douleurs osseuses, eh bien il faudra faire un traitement de la douleur. On fait aussi une hormonothérapie, c'est-à-dire qu'on donne des anti-hormones masculines, et c'est les analogues de la LHRH, comme le décapeptyle. On peut faire une injection intramusculaire tous les 6 mois, et qui ont comme effet secondaire une baisse de la libido, c'est-à-dire de l'envie sexuelle ou de la sexualité, et puis des bouffées de chaleur, comme chez les dames qui sont ménopausées. Ensuite, en général, cette hormonothérapie est efficace, elle dure à peu près 3 ans en moyenne, et quand l'hormonorésistance, c'est-à-dire l'échappement à cette hormonothérapie survient, eh bien à ce moment-là, on peut donner une hormonothérapie de 2e génération, des médicaments comme Zytiga ou Xtandi, ou bien une chimiothérapie comme Taxotere ou Jeftana. Le cancer métastatique requiert aussi ce qu'on appelle des soins de support, c'est-à-dire donc des antirans comme Xgeva pour diminuer les douleurs osseuses et prévenir les fractures pathologiques, des antalgiques pour diminuer ou enlever la douleur complètement, de l'érythropoïétine avec une supplémentation ferrique s'il y a une anémie, une prise en charge psychosociale, de la radiothérapie, mais qui cette fois est à visée antalgique sur les métastases osseuses. Elle n'est plus dans le but de guérir la prostate, elle se fait sur les métastases osseuses. Un traitement orthopédique, par exemple, pour enclouer une fracture secondaire à une métastase osseuse, ou bien une dérivation urinaire, ou bien une décompression médulaire. Tout ça, bien sûr, au cas par cas. La surveillance, c'est une surveillance après traitement qui se fait à vie, et qui consiste en un examen clinique et un dosage du PSA par le généraliste. Après la chirurgie, je rappelle que le taux doit être à 0. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé la prostate. Donc il n'y a plus de cellules qui produisent le PSA. Après radiothérapie, c'est différent. Il y a encore du PSA, puisque, rappelez-vous, la radiothérapie n'enlève pas la prostate, elle détruit les cellules cancéreuses à l'intérieur de la prostate. Donc, on peut avoir jusqu'à 2 nanogrammes de PSA, ce n'est pas anormal. Par contre, si ça continue à augmenter, c'est qu'il y a une récidive. Et puis,
Donc, en parallèle de cette surveillance par le médecin généraliste, eh bien, il y a une surveillance par le spécialiste qui vous a traité pour juger des effets de sa thérapeutique et éventuellement des effets secondaires de cette thérapeutique, le chirurgien si vous avez été opéré, le radiothérapeute si vous avez une radiothérapie, l'oncologue si vous avez eu une hormonothérapie ou une chimio. Alors, pour garder l'espoir et pour le bon côté de la chose, je vous ai mis ici une courbe du cancer de la prostate en Martinique qui, vous le voyez, a complètement augmenté ces dernières années. C'est la courbe donc d'incidence, c'est-à-dire de survenue des cancers de la prostate qui est en violet, vous la voyez? Oui. Et ici, vous avez la courbe de mortalité. Et la courbe de mortalité, vous voyez qu'elle n'augmente pas en parallèle avec la courbe de survenue des cancers. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les traitements qu'on fait sont efficaces parce que sinon, eh bien, on aurait eu une courbe de mortalité qui aurait augmenté, qui serait parallèle à celle de l'incidence et qui aurait fait comme ça. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est le plus important à retenir? S'il y a une seule chose à retenir en sortant d'ici, c'est que dès l'âge de 50 ans, même s'il n'y a pas de dépistage organisé, les urologues conseillent aux hommes de faire un dosage du PSA dans le sang chaque année. Si celui-ci est au-dessus de 4, il faut voir un urologue parce que le risque qu'il existe un cancer est déjà de 25%. Si dans la famille, on a déjà des antécédents de cancer, c'est-à-dire un oncle, un frère, un père qui a eu un cancer de la prostate, il est préférable de le faire dès l'âge de 45 ans. Voilà. Je vous remercie. Je vous ai mis l'essentiel. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir maintenant des questions et des réponses après tout ce que vous venez de voir. Bonsoir docteur, merci pour toutes ces explications. J'ai pas très bien suivi comment dirais-je, les symptômes. Vous les avez énumérés, mais je n'ai pas relevé les symptômes en faveur, si on peut dire ça comme ça, d'un dysfonctionnement de la prostate. Tout à fait. Alors, ce que je vous ai dit, c'est qu'en général, le cancer de la prostate ne donne pas de symptômes. Voilà. Sauf évidemment s'il est très évolué. Et contrairement à l'adénome, qui lui donne des troubles pour uriner. Le cancer de la prostate n'en donne pas quand il est à un stade guérissable. Donc, c'est bien pour ça qu'il faut faire le PSA et aller voir son médecin, parce que le PSA permettra de dépister un cancer de la prostate sans symptômes. Si vous avez des symptômes de cancer de la prostate, c'est trop tard. Souvent, en fait, le fait d'uriner souvent le jour ou la nuit, le fait d'avoir des difficultés, il faut pousser très fort pour uriner, le fait d'avoir des problèmes en urinant, c'est l'adénome qui fait ça, c'est pas le cancer. Comment? Le cancer, quand il est au stade que je vous ai montré, guérissable, local, il ne donne pas de symptômes. Alors, quand il est dans l'organisme, quand il est lui-même avancé, il peut toucher la vessie, donner des troubles urinaires. Quand il a atteint le rectum en arrière, il peut donner des problèmes pour aller à la selle. Quand il est déjà à l'état de métastase, c'est-à-dire qu'il est passé dans les os, il peut donner des douleurs osseuses ou des fractures osseuses, etc. Ça dépend de l'organe qu'il touche. Alors, certains médecins nous disent, me disent, qu'il veut toujours associer au PSA le toucher rectal. Oui. Et non pas l'échographie. Oui, eh bien, il a raison, votre médecin, tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ne le savent pas ou qui ne l'ont pas compris. L'échographie prostatique ne sert pas dans le diagnostic de cancer de la prostate. Elle va servir aux chirurgiens urologues, comme je vous l'ai montré, pour aller faire les biopsies, oui. Elle va servir si on fait une curithérapie, oui, mais elle ne sert pas au dépistage du cancer de la prostate. Votre médecin a raison, il y a deux choses, c'est la prise de sang, le PSA, et le toucher rectal. C'est les deux choses qu'il faut faire pour dépister un cancer de la prostate. Toujours dans la même série des questions confidentielles. Oui,
les dysfonctionnements érectiles sont-ils liés au problème de prostate? Alors oui, les dysfonctionnements érectiles peuvent être liés à beaucoup de choses. Si vous allez consulter un urologue pour un dysfonctionnement érectile, il va faire toute une recherche. Ça peut être psychologique, ça peut être un diabète avancé, ça peut être une hypertension, ça peut être tout un tas de choses qui peut donner une dysfonction érectile. Et ça peut être aussi, évidemment, un problème de la prostate, que ce soit en général l'adénome. Et après, il peut y avoir des dysfonctions érectiles du fait des traitements de la prostate, chirurgie, radiothérapie ou curie. Merci, je vais passer le micro à quelqu'un d'autre. Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure de l'augmentation du nombre de cas de personnes ayant le cancer de la prostate. Est-ce parce qu'il y a eu plus de dépistage ou il y a un facteur aggravant qui fait qu'il y a cette augmentation? Alors c'est une excellente question et je répondrai un peu une réponse de Normand, un peu les deux. C'est-à-dire que oui, on le dépiste plus, les gens font plus de PSA, donc forcément ça tend à faire augmenter, mais en même temps, il y a une vraie augmentation du cancer de la prostate en Martinique. Parce qu'il y a eu un facteur aggravant qui favorise cette augmentation? Pardon? Est-ce qu'il y a un facteur aggravant qui favorise cette augmentation de... Mais vous avez vu les facteurs de risque, je vous les ai dit, ethniques, génétiques, l'environnement, chlordécone et pesticides, le surpoids, le fait de ne pas bouger assez, ce qu'on appelle la sédentarité, etc., etc. Oui, il y a des facteurs de risque, bien sûr. Parce que la curithérapie, il faut savoir la faire et qu'il n'y a pas beaucoup de centres en France qui la font et ce sont des médecins particuliers qui font la curithérapie. Ce sont des radiothérapeutes, mais des radiothérapeutes qui ont suivi des formations particulières. Parce que c'est un peu, vous avez vu, on est dans un bloc opératoire avec les conditions d'asepsie, c'est la mi-chemin entre le chirurgien et le radiothérapeute, le curithérapeute. Par rapport aux résultats qu'on avait avec la curithérapie, est-ce que, comment je vais exprimer ça, entre la radiothérapie et la curithérapie, quel était le meilleur traitement, celui qui était... Alors, il n'y a pas de meilleur traitement. C'est ce que je vous ai un petit peu dit. Quand il y a eu les études internationales qui ont été faites, n'ont pas montré de différence de résultats entre la curithérapie, la radiothérapie et la chirurgie. En fait, comme je vous l'ai dit, il faut choisir en fonction de l'âge du malade, de son état à côté, c'est-à-dire ce qu'on appelle les comorbidités, qu'est-ce qu'il a comme maladie à côté. Il faut choisir en fonction de ses souhaits personnels, c'est-à-dire je vous ai cité les exemples. Est-ce qu'une personne a peur de l'anesthésie? Est-ce qu'une personne n'a pas envie de venir faire pendant 1 mois et demi se déplacer? Enfin, en fonction de tous ces critères-là, on va choisir plutôt une technique plutôt qu'une autre. Et chacune a des avantages et des inconvénients. Je vous les ai montrés, les inconvénients de la chirurgie, les inconvénients de la radiothérapie, les inconvénients de la curithérapie. Il n'y en a pas une qui n'a aucun inconvénient, malheureusement, sinon ça serait facile à choisir. Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque technique, et c'est un choix personnel, après que le médecin ait bien expliqué ses avantages et ses inconvénients. Ce que je conseille, c'est de discuter avec son médecin de famille, son médecin traitant. Une fois qu'on a fait le bilan, on vous a proposé un traitement. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que une fois que le bilan a été fait et le diagnostic posé, les médecins se réunissent dans ce qu'on appelle une RCP, une réunion de concertation pluridisciplinaire. Aujourd'hui, il n'y a pas un médecin tout seul dans son coin qui décide de vous traiter de telle ou telle façon. C'est l'ensemble des médecins réunis qui vont donner un conseil de traitement et qui vont dire, vu l'âge du patient, vu les maladies qu'il a associées, vu tout un tas de choses comme ça, on va lui conseiller plutôt telle technique. Mais ensuite, son médecin va lui dire, voilà, le panel de spécialistes a conseillé ça, maintenant, vous pouvez choisir ça, ça ou ça, et on va discuter ensemble des avantages et des inconvénients de chacun. Ils vous ont proposé ça pour telle raison, ils ont expliqué pourquoi ils choisissaient ça, mais encore une fois, ce n'est pas une obligation, c'est un conseil.
ce que donne la RCP, et le malade, c'est lui qui choisit son traitement. Et c'est une... Alors, ça peut faire peur au malade qui dit « Oh là là, mais moi je ne suis pas médecin, comment je vais choisir ?» Mais c'est une chance, parce que par exemple, pour beaucoup d'autres cancers, le cancer du sein, le cancer du foie, le cancer du poumon, on ne donne pas au malade le choix. Hein. On lui dit « C'est ça qu'il faut faire. » Voilà. Donc pour le cancer de la prostate, il faut bien expliquer, un peu comme je viens de le faire là, comme si vous étiez mon malade, et je vous aurais expliqué tout ce que je viens de vous montrer. Si vous n'avez pas compris, ben vous reposez la question, vous en discutez ensuite avec mon médecin de famille, et vous lui dites, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous me connaissez bien, tout ça, qu'est-ce que vous pensez qui est bien pour moi? Oui. Y a-t-il une échelle de valeur entre deux mictions, en fait du nombre de mictions, par rapport justement au volume de la prostate? Alors, oui, vous l'avez vu, le schéma, je vous ai montré l'urètre, c'est-à-dire le canal qui va de la vessie à la verge, donc qui permet d'excréter l'urine, passe dans la glande prostatique. On comprend bien que si cette glande grossit, parce que l'adénome le fait grossir, eh bien, le canal qui a cette taille, il va être rétréci, et on va donc avoir des soucis pour uriner. Non seulement, je vais dire, les soucis, ok, mais... l'envie justement d'uriner, c'est-à-dire entre deux mictions, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une fréquence qui est un point d'alerte? Oui, exemple, vous allez uriner plus souvent, bien sûr, plus souvent la journée, la nuit. Vous pouvez avoir aussi des difficultés à uriner, comme je dis, ça ne démarre pas tout de suite, il faut pousser, etc. Mais encore une fois, rappelez-vous bien, ça c'est les signes de l'adénome prostatique. Le cancer au début ne vous donnera pas ces signes-là. C'est très important à comprendre ça. On a parlé du dépistage, des soins. Quel est le parcours après j'ai fait un cours l'ablation de la prostate? Quel est le parcours de soins? Le parcours de soins... à l'issue, oui. Après, vous voulez dire, c'est la surveillance dont je vous ai parlé, la surveillance qui est faite par votre médecin généraliste, qui va demander régulièrement un PSA et qui va regarder qu'il n'augmente pas. Et aussi, vous aurez des consultations avec le spécialiste qui vous a traité. Si c'est un chirurgien qui vous a enlevé la prostate, le chirurgien vous reverra pour voir si vous n'avez pas des conséquences ou pour vous aider si vous avez des conséquences. Par exemple, si vous avez des troubles érectiles, il pourra vous donner des médicaments pour ces troubles. Le radiothérapeute, si c'est lui qui vous a traité et fait la radiothérapie, ben, il faudra qu'il vous suive aussi pour voir si vous n'avez pas du sang dans les selles ou dans les urines, etc. Donc c'est à la fois une surveillance par le médecin généraliste qui fait le PSA et par le spécialiste qui vous a traité pour voir comment vous allez et les conséquences de son traitement. Oui, j'ai un ami qui n'a pas pu se faire opérer en Martinique en raison de la crise sanitaire. Il est parti dans l'Hexagone avec un dépassement d'honoraires de l'ordre de 1 000 euros pour avoir, selon ce qu'il m'a dit, une nouvelle méthode qui consisterait à introduire dans l'urètre, pour faire court, un ressort pour dilater le canal et continuer à vivre presque normalement. Oui, alors ça s'appelle un stent. Un stent, c'est une espèce de ressort. On peut le mettre, par exemple, dans une artère coronaire chez quelqu'un qui a fait un infarctus pour que l'artère coronaire ne retrouve son diamètre. Ça peut se mettre aussi dans un urètre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, encore une fois, c'est pas le traitement du cancer, hein, ça. Ça, c'est plutôt pour venir en aide de quelqu'un qui a des difficultés pour uriner. Hein? Oui, c'est le cas parce qu'il disait qu'il passe un certain temps avec l'outil à la main avant qu'il y ait une première goutte qui passe. Voilà, mais ce n'est pas le cancer. Là, on parle de l'adénome. Hein. Il faut bien différencier les deux. Vous avez bien compris cette différence entre l'adénome et le cancer de la prostate. Hein. C'est très important à comprendre ça. Oui, bonsoir docteur. Bonsoir. Justement, ma question elle est en ce sens. Est-ce qu'un adénome peut évoluer vers un cancer de la prostate ou est-ce que c'est deux choses totalement différentes? C'est deux choses différentes. L'adénome n'évolue pas vers le cancer de la prostate. Par contre, comme je vous l'ai dit, les deux choses peuvent coexister. Vous pouvez avoir dans la même prostate un cancer de la prostate et un adénome de la prostate.
Mais l'adénome de la prostate ne se transforme pas en cancer, contrairement par exemple à des polypes du côlon qu'il faut absolument enlever parce qu'un polype du côlon peut se transformer en cancer du côlon. Là, l'adénome, non. C'est deux choses séparées. Et justement, les infections urinaires à répétition, est-ce que ça a une incidence aussi? Des infections peut-être maltraitées? Non, pas vraiment, mais par contre, ça peut poser des problèmes de diagnostic. Comme je vous l'ai dit, une infection de la prostate, une prostatite, peut faire augmenter le PSA. La première chose que va faire un chirurgien urologue quand vous allez aller le voir, envoyé par votre généraliste parce que le PSA est augmenté, il va regarder si vous n'avez pas une prostatite, c'est-à-dire si au toucher rectal, la prostate n'est pas douloureuse, si vous n'avez pas des brûlures en urinant, etc. Et il va le soigner par des antibiotiques et des anti-inflammatoires. Et il redosera après le PSA, et si c'était une prostatite, le PSA sera redescendu. Donc effectivement, ça peut poser un problème de diagnostic entre le cancer ou ça. Je vous ai dit qu'il peut faire augmenter le PSA. Vous avez bien sûr le cancer, mais vous avez aussi l'adénome, parce qu'il a grossi, donc il y a plus de cellules de la prostate qui produisent le PSA, bien qu'elles soient normales, ces cellules, elles ne sont pas cancéreuses. Et puis vous avez la prostatite. Donc il va falloir qu'il fasse le tri entre ces trois choses. Oui, docteur, vous avez parlé pour les traitements de la radiothérapie. Et vous n'avez pas parlé de chimiothérapie. Alors, quelle différence entre ces traitements? J'en ai parlé, mais j'en ai parlé dans les métastases, c'est-à-dire que la chimiothérapie n'est pas un traitement de première intention. Si vous êtes fait dépister à temps, si vous avez eu un traitement pour un cancer localisé, que je vous ai dit, même bon, moyen et moins bon pronostic, c'est du localisé. D'accord? C'est-à-dire que le cancer est dans la prostate toujours, il n'est pas sorti de là. Hein? Tandis que après, quand il a fait des métastases, c'est-à-dire qu'il a envoyé par voie sanguine ou lymphatique dans l'organisme des cellules cancéreuses de prostate qui ont migré, en général c'est vers les os pour la prostate, eh bien à ce moment-là, je vous ai dit, on fait d'abord l'hormonothérapie, c'est-à-dire on vous donne une anti-hormone qui va qui va mettre ces cellules au repos, qui va les empêcher de se développer. Et au bout de 2-3 ans, ça va échapper. À ce moment-là, on donnera ce qu'on appelle des hormones de deuxième génération, qui n'existaient pas avant et qui heureusement existent maintenant, donc ça permet de prolonger. Et puis après, il y a la chimiothérapie, et qui va intervenir aussi, mais dans le cancer métastatique de la prostate. Contrairement au cancer du sein où on donne une chimiothérapie tout de suite en général. Docteur, quand au début du cancer de la prostate, il y a effectivement les 3 traitements dont vous avez parlé, mais on parle aussi de surveillance active. Oui, alors effectivement, c'est bien, d'ailleurs c'est de ma faute, je ne vous ai pas évoqué ça. Lorsque le cancer est vraiment tout petit, avec un score qui n'est pas trop évolué, Gleason 6 par exemple en général, et que donc sur l'IRM on a vu qu'il y avait un seul nodule, on pense que donc ce cancer de la prostate n'est pas très agressif. À ce moment-là, on peut proposer une autre option thérapeutique qui est l'absence de traitement. On appelle ça la surveillance active. Alors il faut bien l'expliquer aux patients parce que ça veut dire qu'on va répéter plusieurs années de suite les biopsies au bout de 6 mois, puis au bout d'1 an, pour voir si pendant ces 6 mois où il n'y a pas eu de traitement, on va refaire des biopsies pour comparer. Est-ce que c'est toujours le Gleason 6? Est-ce que le cancer n'est pas devenu plus agressif? Est-ce qu'il n'y a pas eu une multiplication des noyaux visibles à l'IRM? Et tout ça fait que si c'est stable, eh bien on va dire aux patients, ben voyez, on a eu raison de vous proposer la surveillance active et on continue, puisqu'au bout de 6 mois, ça n'a pas bougé, on va continuer, on vous reverra au bout d'1 an, on va continuer la surveillance active. Alors cette surveillance active ne peut se proposer que dans des cancers de début, vraiment pas évolutifs du tout, et c'est une option, effectivement, pour ne pas traiter tout de suite le patient. En sachant que c'est un cancer. Alors,
Ça dépend. Il y a des cancers qui vont rester stables pendant des années. Alors, les limites de la surveillance active, c'est quoi? D'abord, il faut que le patient comprenne ça, comprenne bien. Deuxièmement, il faut que psychologiquement, il soit prêt à accepter de ne pas traiter qu'on le surveille. Il y a des patients qui vont dire, moi, non, 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 je veux qu'on me traite mon cancer. Je ne veux pas le garder qu'on me surveille. Donc, deuxième chose, c'est psychologique. Troisièmement, il faut être bien sûr que le patient va comprendre la surveillance active et va se prêter au jeu de revenir refaire des biopsies dans 6 mois. Les biopsies, souvent ça se passe bien. Des fois, il y a des saignements importants, le malade n'est pas très content, ça fait mal, etc. Donc il ne va peut-être pas vouloir le refaire des biopsies systématiquement. Donc ça, c'est les limites de la surveillance active. Oui, est-ce que quelqu'un qui a eu un cancer, autre que la prostate, un cancer du côlon par exemple, et qui a fait de la chimio et en rémission totale, est-ce qu'il peut, malgré tout, après développer un cancer de la prostate? Non, 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 en général, non. La chimiothérapie n'entraîne pas de cancer secondaire de la prostate. Elle peut entraîner des cancers secondaires à long terme. D'abord, c'est très rare, mais enfin, elle peut le faire, mais ça sera surtout sous la forme de leucémie, de cancer du sang, des choses comme ça, mais pas d'un cancer de la prostate. J'ai 2 questions. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir le cancer de la prostate même avant 50 ans? Qu'est-ce qui peut provoquer ça? Oui, alors c'est possible, c'est rare, mais c'est possible. C'est pour ça qu'on conseille aux hommes qui ont eu, soit chez leur père, un oncle, des frères, un cancer de la prostate, on leur conseille d'avancer un peu l'âge, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer le dépistage à partir de 55 ans, de le faire à partir de 45. Voilà. On parle aussi, par exemple, du chlordécone. Je pose la question aussi par rapport au téléphone portable souvent qu'on met dans la poche. Est-ce que c'est un risque majeur? Non, il n'y a aucune étude n'a permis de conclure que les téléphones portables ou tout ce qui émet des ondes, les antennes relais des cancers de la prostate, etc., il n'y a aucune étude sérieuse scientifique qui a permis de dire que ça pouvait donner un cancer, quel qu'il soit. Oui, docteur. Vous, alors 2 questions. Vous qui êtes sur le terrain depuis quand même 45 ans. Oui, depuis quelques années déjà, vous pensez qu'il y a une réelle augmentation de ce type de cancer? Ou bien est-ce que les médias en parlent plus? Est-ce qu'on vit à une époque où c'est beaucoup plus médiatisé, on en parle beaucoup plus? Ou bien est-ce que ça a toujours été sur la Martinique ce type de cancer? Il y a une augmentation réelle des cancers ces dernières années. Mais il faut quand même relativiser. Le taux de cancer global en Martinique est moins élevé qu'en métropole. Mais on est en train de les rattraper. Pourquoi? Tout simplement parce que on a un environnement qui ressemble de plus en plus, la nourriture ressemble de plus en plus à la nourriture en métropole, la sédentarité c'est un fléau qui est comme en métropole, etc. Et les environnements avec tout ce que l'agriculture aujourd'hui utilise, les toxiques, etc., tout ça. Donc notre environnement, évidemment, fait que la Martinique rejoint petit à petit la métropole, mais pour le moment, il y a moins de cancers globalement qu'en métropole. Mais il y a des cancers qui sont plus fréquents. Le cancer de la prostate est plus fréquent. Le cancer de l'estomac est plus fréquent. Vous avez des cancers comme ça qui sont un peu spécifiques. Autrefois, le cancer du col de l'utérus était plus fréquent, moins maintenant. Et ma deuxième question, dans le traitement notamment chirurgical, depuis quelque temps, on a un robot qui est arrivé, il y en avait déjà un en clinique, maintenant il y en a un sur le CHU. Oui. J'aimerais avoir votre avis sur ce type de chirurgie. Est-ce que ça a vraiment permis d'améliorer la prise en charge des patients et surtout les conséquences dues à la chirurgie, à ce type de chirurgie sur la convalescence et la récupération derrière des patients? Alors, le robot chirurgical, qui est un merveilleux outil,
ne va pas, si vous voulez, changer fondamentalement les résultats. Mais il donne aux chirurgiens, comme je vous le disais, une vision du champ opératoire qui est augmentée, qui est comme à travers une loupe. Les instruments qui sont placés dans le ventre du patient et qu'il manipule à distance avec une sorte de joystick sont plus précis. Et donc, c'est un confort supérieur pour le chirurgien et du coup, il peut être plus efficace. Mais il faut que ce soit un chirurgien entraîné, qui a été entraîné sur le robot et qui sache bien manipuler ce robot et qui ait une expérience du robot. Sur la convalescence, oui, ça peut jouer parce que on dit que les suites de convalescence, les suites opératoires, etc., sont plus restreintes chez quelqu'un qui a été opéré avec un robot. Maintenant, un bon chirurgien va faire une bonne opération avec ou sans robot. C'est pas non plus... on raconte des histoires comme ça de malades qui disaient je vais être opéré par le robot. Et le chirurgien lui répond mais monsieur, c'est pas le robot qui vous opère, c'est moi. À travers le robot. Donc si je suis un mauvais chirurgien, voilà, hein, bon, si je suis un bon chirurgien, je resterai un bon chirurgien. Le robot est une aide, hein, mais pas, c'est pas magique non plus, hein, parce que le robot Da Vinci, il n'opère pas tout seul. Voilà. Pas encore, peut-être qu'on verra ça un jour. Alors, nous avons entendu beaucoup de questions, le docteur a répondu à plein de questions. Nous avons parmi nous... Il y avait une dernière question? Non, mais on peut continuer les questions, mais je voulais juste dire que parmi nous, nous avons un patient qui voudrait aussi, qui pourrait témoigner de son vécu par rapport au cancer de la prostate. Donc, après, peut-être, retenez votre question. On pourra, après l'intervention du patient, revenir sur votre question. Donc, est-ce qu'on peut écouter un petit peu le témoignage de notre patient? Maurice, tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour toi, le diagnostic, la prise en charge et éventuellement maintenant? Voilà, je m'appelle Maurice Moreton. J'habite le Marin et ça fait 8 ans que j'ai été opéré. Ça a été une ablation radicale. Donc, si j'interviens, c'est certainement pas pour vous parler d'urologie. Docteur Escarment le fait tellement bien et je ne saurais le faire non plus, vu que. Mais j'ai écrit un petit bouquin là-dessus. C'est juste pour m'attaquer aux problèmes psychosociaux qui se rattachent justement à ce cancer. Puisqu'il atteint, n'ayons pas peur des mots, la virilité de l'homme et puis il y a aussi cette histoire d'incontinence. Donc, pourquoi j'ai voulu écrire ce livre et puis essayer d'entrer en contact avec les hommes? Parce qu'on n'a pas d'association jusqu'à ce jour qui, comme font les filles avec Amazon, quand moi par exemple, je vais parler de moi carrément pour aller vite, on n'est pas pris en charge après l'opération, on est livré à soi-même. Donc je me suis dit, je ne vais pas cacher ça comme ça parce que je vois trop de gars autour de moi qui ont peur de ce cancer-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une idée reçue qui est là, qui dit qu'une fois que tu as été opéré, tu perds ta virilité. Et c'est surtout ça qui fait peur. Alors les gars, ils ont aussi peur du toucher rectal, le simple petit toucher. Et ils ont peur de tout ça. Et moi, je voulais m'attaquer à cette peur parce qu'il y a beaucoup de gars qui refusent de faire même un PSA. Ils ont peur des résultats. Ils ont peur du toucher rectal, tout ça. Et pour ne pas subir cela, ils préfèrent garder leur truc. Vous voyez? Et c'est grave parce que il y en a qui meurent même de ce cancer sans même avoir vu de médecin. Donc, j'ai écrit, et bon, comme j'aime beaucoup rigoler, j'ai écrit ce livre qui s'appelle EMP, Éclopé martiniquais de la prostate, parce qu'il y a tellement de gars il y a tellement de cas de cancer de la prostate. Alors je me suis dit, nous sommes les éclopés martiniquais de la prostate, et j'ai écrit ça de façon assez
assez légère, vous voyez, pour que les gars puissent lire et se dire qu'on va se faire dépister et puis on va pas en mourir. Et puis il y a tellement de choses autour. On est opéré de la prostate, on n'est pas mort. C'est ça que je dis dans mon bouquin. On n'est pas mort, on vit. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on a été opéré qu'on ne pourra plus honorer sa compagne. D'ailleurs, les femmes viennent souvent en consultation pour prendre conseil auprès des médecins. C'est très important parce que le gars, il a peur. C'est surtout cette peur-là qui fait qu'il ne va pas consulter et qu'il perd du temps. Et son cas s'aggrave entre-temps. Moi, quand j'ai été opéré, je disais à ma compagne, bon, c'est fichu, il n'y aura plus rien. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On continue sa vie sexuelle comme, peut-être pas comme avant. Mais je rappelle que ce n'est pas le cancer de la prostate seulement qui fait tomber la libido ou bien qui fait tomber la virilité. Voilà. Il y a beaucoup de maladies. Donc, ce n'est pas la peine de garder un cancer sous prétexte qu'on a peur d'un petit toucher rectal, etc. Donc, moi, je suis super bien depuis 8 ans. Je suis suivi par Clarac, effectivement. Et là, bon, ça va. Il y a, à toute fait utile, je signale qu'il y a, je le dis en riant parce qu'il y a une injection que l'on fait dans la verge qui fait extrêmement mal, ce qui m'a fait dire que c'est une femme qui était en one contre les hommes qui a inventé cette injection. Ça fait extrêmement mal, mais ça donne du tonus en tout cas. Mais il ne faut pas le prendre trop souvent, il ne faut pas en prendre trop parce qu'on risque de faire un priapisme et puis ça n'ira pas. Donc, on conseille de prendre ça peut-être 3-4 fois par mois. Je ne dis pas de bêtises, docteur. Donc, et puis, signaler aussi que quand on a été opéré de la prostate ou bien quand on a un problème d'érection, on devient plus câlin puisqu'on est obligé de prendre plus de temps. On n'est pas pressé. Je vous le dis, il faut compenser. Donc, il n'y a pas que du mal là-dedans. Donc, ça a été bien vendu parce que les gens ont pris conseil. Bon, je dénonce des petits trucs et puis je signale aussi dans une deuxième partie de mon livre qu'on a toute une mauvaise habitude alimentaire, enfin tout ce qui provoque notre état de santé de ce jour. Voilà. Et puis bon, si vous avez des questions, moi je suis prêt à répondre. Mais là, je vous dis, je suis super bien. Tout, comme disait le docteur, il y a toujours un petit couac, puisque comme je suis suivi, le PSA n'est pas au top, donc on continue à faire des... Bientôt, je vais faire encore un test scan pour voir pourquoi il y a un petit truc qui augmente. Mais ça ne me casse pas trop la tête quand même. Il faut garder le moral. Si on perd ce fameux moral, on est fichu. C'est surtout ça, ne pas s'attarder. Parce que les gars, ici, vous voyez comment j'ai fait mon dessin, c'est un gars qui a peur d'un petit toucher. Je vous dis ça, les gars, ont peur d'un petit toucher rectal, mais c'est phénoménal. Malgré le dépistage, malgré ceux qui font le PSA chaque année régulièrement, ils peuvent attraper le cancer de la prostate. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de signe, mais il y a quand même des alertes entre-temps qui peuvent poindre pour savoir qu'on développe peut-être un cancer de la prostate. Mais malheureusement, non. Hein. C'est toujours pareil, si vous voulez, pour le guérir, il faut qu'il soit pris tôt, et quand c'est tôt, il n'y a pas de signe. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur. Vous avez tout à fait raison. Les femmes ont tout un tas d'associations qui les aident. Vous avez les Amazones, vous avez Matété, etc., ce qui permet aux femmes d'être bien accompagnées, de leur expliquer, etc. Et il manque une association d'anciens malades de la prostate qui, en Martinique, pourrait jouer ce rôle que joue Amazon Matété dans le cancer du sein. Docteur, alors vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, et c'est pas nouveau, hein, qu'il y a beaucoup de polémiques, notamment sur la prise en charge des patients,
sur les retards de prise en charge. Encore récemment, bon, ça fait un moment que ça dure, mais encore récemment, il y a un patient qui a parlé de son parcours, qui a dû partir en catastrophe, etc. Et c'est vrai que ce type de témoignages, alors à tort ou à raison, font quand même résonance dans les oreilles d'un certain nombre de personnes. Donc bon, on sait que beaucoup de gens se font soigner ici, mais que voilà, moi j'aimerais avoir votre avis sur ce ressenti en termes de prise en charge, et notamment sur ces retards de prise en charge qu'on peut ressentir ou effectivement voir régulièrement. Alors moi je pense très sincèrement que le mieux quand on a un cancer, c'est de se faire traiter dans son pays, sur place, pour de multiples raisons. D'abord parce qu'on reste avec sa famille, donc on peut être entouré, on peut être aidé, psychologiquement notamment. Il y a des traitements qui permettent de continuer à travailler. Si on va bien, on peut continuer à travailler. Si c'est un chef d'entreprise, de ne pas perdre son entreprise. Donc il y a de multiples raisons. Ça, c'est l'idéal. Donc c'est pour ça que moi, toute ma vie, j'ai œuvré pour qu'en Martinique, on ait des moyens de traitement qui soient identiques à ceux de la métropole. Après, c'est vrai qu'on manque sérieusement de médecins spécialisés, notamment, spécialistes, généralistes aussi d'ailleurs, mais spécialistes notamment pour ça. Et qu'il y a toute une organisation à avoir du fait qu'il y a moins de médecins pour qu'on fluidifie ces parcours. Et les délais, c'est vrai qu'il faut les améliorer. Ça, c'est une réalité. Alors, ça peut se passer très bien pour l'un, moins bien pour l'autre. Et pour les améliorer, il faut jouer sur tous les aspects du parcours, c'est-à-dire avoir plus vite une biopsie quand le PSA est élevé, avoir plus vite le résultat de cette biopsie. Pour ça, il faut des anatomopathologistes qui soient nombreux. Après, qu'on évite l'imagerie, c'est pour ça que le fait que le TEP scanner qui commencera à partir du mois de mars va être très important. Et ensuite, il faut qu'on ne perde pas de temps à chaque étape, en fait, quoi. Voilà. Pour le moment, c'est vrai, il faut le reconnaître, les délais sont trop longs. Bonsoir à tous. J'ai deux questions, une pour le médecin et une pour le monsieur qui a donné son témoignage. La prostate, quand on a, alors j'ai un exemple concret, un monsieur qui devait faire une biopsie sur sa prostate. Il a été à l'hôpital et malheureusement, dans la manipulation, il y a quelque chose qui a été coupé, on ne sait pas trop. Il a eu une infection. Il a dû rester pratiquement 48 heures. Alors, il est rentré chez lui et il a fait de la fièvre. Il était à un repas, il s'est évanoui. On s'est rendu compte que lors du prélèvement pour la biopsie, il y avait eu quelque chose une anomalie. Est-ce que c'est une biopsie sous anesthésie générale pour la prostate ? Non, alors ça peut être, en général c'est local, mais surtout, ça peut être général aussi, ça c'est le choix du chirurgien et du malade, mais surtout, c'est fait sous antibioprophylaxie, ce qu'on appelle, je vous l'ai mis dans les diaporamas, c'est-à-dire que normalement ça se fait sous protection d'antibiotiques, justement parce que le fait de passer à travers le rectum pour aller prendre dans la prostate, on sait bien que ça peut générer des germes, donc ils font sous antibioprophylaxie. Bon, maintenant, il se peut que l'antibioprophylaxie n'ait pas été suffisamment efficace et que donc il ait développé une infection. C'est rare, mais ça peut arriver. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a en médecine, il faut bien comprendre une chose, il n'y a aucun geste, que ce soit de diagnostic ou thérapeutique, qui est anodin et qui ne peut pas avoir d'inconvénients, ça n'existe pas. Ces inconvénients sont plus ou moins nombreux. On a plus ou moins de chances d'en avoir ou pas en avoir, mais ça, si quelqu'un vous dit « je vais vous faire ça et il n'y a aucun risque », ça n'existe pas. D'ailleurs, de la même façon qu'un médicament, quel qu'il soit, vous avez toujours des effets secondaires possibles. Si un médicament est actif, par définition, il aura des effets secondaires. Plus ou moins forts, plus ou moins importants, on a plus ou moins de chances d'en avoir, mais voilà. Et c'est pour ça que le médecin, que ce soit un acte diagnostique, thérapeutique ou un médicament, doit toujours présenter au malade ce qu'on appelle, nous, le bénéfice-risque. C'est-à-dire, quel bénéfice y a-t-il à faire ça par rapport au risque?
Et c'est pour ça qu'il y a cette surveillance active notamment, parce que, pourquoi surveillance active? Parce que c'est certains patients qui ont ce petit cancer de la prostate dont on parlait tout à l'heure, eh bien le médecin va expliquer au malade qu'il y a peut-être plus de bénéfices à ne rien faire et à surveiller et à refaire des biopsies que à le traiter. À chaque fois, on se pose la question, est-ce que le bénéfice de faire ci ou ça est plus important que les inconvénients qui peuvent en découler? Donc il y aura toujours des cas, comme ce que vous décrivez, de gens qui ont eu doublement pas de chance, c'est-à-dire ils ont eu leur cancer et en plus ça s'est mal passé. C'est rare, mais ça arrive. Alors, pour finir avec vous, j'ai vu une slide où il y a des soins de support. Oui. Est-ce que je pourrais avoir cette liste de soins de support? Je vous explique rapidement. On a créé une jeune association de patients experts en oncologie. Au départ, c'est sous l'impulsion du JPROM, mais on a quand même créé cette association en ne s'arrêtant pas sur le cancer du sein. Puisqu'en Martinique, on a au moins trois associations très actives, Matete, Amazon et Singulière. Excusez-moi, j'ai oublié de citer Singulière, excusez-moi. Ces trois associations sont très actives pour le cancer du sein. Donc l'idée de l'association des patients experts est d'un peu balayer tous les cancers. Ça va être lourd, ça va être compliqué, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est dans le mot est peut-être fort, un petit désert médical. J'ai eu un cancer du sein, j'ai eu un parcours chaotique, et pourtant je ne suis pas quelqu'un dans le besoin, mais pas du tout. Et c'est avoir je crois qu'il suffit d'un détail pour que le parcours devienne chaotique. Il peut être minime, une annonce de cancer. On vous fait une annonce de cancer le vendredi soir, fin de journée. On veut vous opérer le mercredi suivant. On a à peine le temps de faire un sac poil à l'hôpital. Et en partant de cette simple base, tout peut chavirer. L'association de patients experts, on a vraiment pour objectif de recueillir moi ce que j'appellerais les moudas, tous les nœuds qui font qu'un parcours devient chaotique. On va dans quelques temps, d'ici début année prochaine, faire un recensement, demander aux gens de nous donner des témoignages pour qu'on puisse aller au niveau des instances, à la fois les instances entre le malade et les administrations, le malade et les médecins, le malade et les centres hospitaliers, le malade et les infirmiers, le malade et toutes les instances qui gravitent autour de lui pendant sa maladie. Oui, j'ai entendu parler de votre initiative. Je pense que c'est très important. Ça se fait en métropole, dans certains centres, les patients experts, justement. Ça me paraît extrêmement important. Je crois que c'est la Ligue du cancer qui a initié ces patients experts. Mais je pense que vous allez être d'une aide très importante et très utile aux médecins pour améliorer les délais. Ça me paraît effectivement une très bonne initiative. Merci. Alors, donc, je veux de votre slide, monsieur, pour les soins de support, parce qu'en fait... Alors, pourquoi je veux de la slide? J'ai eu mon cancer en 2018. C'est en 2022 que j'ai appris que dans les soins de support qui étaient faits pour les personnes atteintes de cancer, on avait des cures thermales prises en charge, au moins 2. La cure thermale sur le site. Peut-être pas le transport et l'hébergement, mais sur le site. La particularité, c'est que une personne qui a plus de 60 ans et qui n'a pas les moyens déjà, qui est déjà dans une situation précaire et qui voudrait faire ces cures, limite, si elle ne va pas vers une association officielle, elle n'est pas au courant que ces droits existent. Et on veut vraiment, pour tous, une sorte d'équité et un maillage assez serré pour que tout le monde soit au courant, toutes les femmes, tous les hommes, toute personne atteinte d'une pathologie lourde soit au courant de ses droits et des choses qui peuvent la soulager sous le moment. Oui, alors les soins de support, ça regroupe quelque chose de très vaste. Les soins de support, en fait, c'est tout ce qu'on peut donner aux malades à côté des traitements spécifiques du cancer. À mon avis, les soins de support devraient commencer à être envisagés dès le début. Et ça doit être le fait de tous les acteurs, le médecin généraliste, le médecin traitant, le spécialiste,
tout l'oncologue, tout le monde doit penser aux soins de support. Les soins de support, ça va être le traitement de la douleur, ça va être une perruque pour la dame qui va avoir une chimio, qui va perdre ses cheveux, ça va être plein de choses. Pour celui qui a été opéré, cancer du côlon, qui a une poche, ça va être lui donner tous les éléments pour comment traiter sa poche, s'en occuper, etc. C'est très vaste. C'est tout ce qui peut venir en aide aux malades à côté des traitements spécifiques de cancérologie. Effectivement. Monsieur le patient, vous avez dit qu'il n'y a pas d'association d'hommes. C'est vrai, pour la prostate, je n'en connais pas, mais il me semble que j'ai entendu parler d'une association Apollon qui serait pour le cancer, le colorectal. Malheureusement, l'idée pour nous, en tant qu'association de patients experts, puisqu'on veut quand même balayer toutes les pathologies lourdes, ce serait avec vous, si ça vous intéresse, trouver des process pour améliorer les parcours. Oui, je suis tout à fait d'accord, parce que, en fait, je mène mon petit combat tout seul dans mon coin, ça ne me dérangerait pas d'avoir plus de personnes. Il me semble qu'il y avait une association November, un truc comme ça, mais bon, on n'entend pas parler. Donc effectivement, je suis toujours d'accord pour participer. Ça parce que, à mon niveau, comme les gars, ils m'ont entendu un petit peu sur les ondes, puisque je suis passé sur quelques radios, j'ai fait des séances de signature, tout ça. Donc, plusieurs personnes sont venues vers moi et quelle ne fut pas ma surprise, on me dit « Foutou courage, Bougda ». Écoutez bien, foutou courage parce que vous ne pas aller dire ça en radio. Avouez aux gens que tu ne bandes plus. Voilà l'histoire. Moi, je n'ai pas peur des mots, c'est comme ça que je parle. Et qui ça qui dit ça? Je m'en suis bien servi par le passé, je m'en fous là maintenant. En plus, je vous dis, il y a moyen pour continuer. D'ailleurs, ça fait 8 ans. Vous pensez que depuis 8 ans, je suis inactif? Alors, donc voilà, c'est ce petit côté-là que je voulais soulever pour bouger les choses, parce que c'est pour la paix. Parce qu'il faut pas avoir, il faut les voir, hein, les gars, ils ont peur. J'ai des amis qui ont accepté de faire un PSA, qui est déjà à plus 5, plus 6, qui refusent de voir l'urologue. Mais c'est grave, ça. Donc je suis d'accord, tout à fait d'accord pour participer à quelques... J'avais même posé la question une fois à Alexandra, est-ce que les hommes ne peuvent pas venir à Amazon, mais il faut faire quelque chose, quoi.